Bonjour tout le monde, merci d'être là présent, merci d'être là. J'espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien, que ce soit chez vous. Si vous n'êtes pas parti encore à l'école pour accompagner vos enfants, petits-enfants, ou si vous n'êtes pas parti au travail, je vous souhaite une bonne matinée ou une bonne journée. Écoutez, nous serons mardi, donc évidemment, vous prendrez cette vidéo le mardi 4 février 2025, si tout va bien, si tout se passe bien. Moi, tout va bien ici. J'espère que voilà, ça se passe bien chez vous, bien sûr, que vous avez passé un bon week-end. Bon, vous avez passé déjà la journée de lundi. Bon, alors, nous allons continuer l'histoire de notre pays, de notre royaume de France. Alors aujourd'hui, nous allons parler tout particulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je me disais, mais ça marche pas encore. Oui, le micro Yeti, le micro que j'ai Yeti, donc chers amis, pour ceux qui m'ont fait gentiment, comment dire, la remarque qu'on n'entendait pas le son, je tiens à vous dire que Google n'a pas encore admis les paramètres suffisants pour donner à ces micros une certaine notoriété, si vous voulez, pour que le son soit plus élevé. Je suis navré de vous dire que je ne peux pas faire mieux. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Google. Moi, j'ai essayé plusieurs réglages, ça ne marche pas. Voilà. Et d'ailleurs, mon logiciel le dit, il dit que Google est un problème avec certains micros, notamment le Yeti. Moi, j'ai un Yeti, je ne sais plus quelle est cette marque d'ailleurs. Yeti étant la sous-marque, je ne sais plus, enfin bon, peu importe. Voilà, je fais ce que je peux, je parle pas trop près parce que ça grésille. Et donc, voilà, je ne voulais pas comment dire, vous soumettre les criailleries de ce micro. Alors, nous allons parler aujourd'hui du dernier roi, si je regarde bien. Il s'appelle Charles IV d'Ille-Belle, lui aussi, vous voyez. Alors voilà, qui était donc Charles IV, pardon, pas Charles III, qu'est-ce que je veux dire là? Alors, troisième fils de Philippe IV et de Jeanne de Navarre, donc Philippe IV d'Ille-Belle, évidemment. Sacré à Reims le 21 février 1322, également roi de Navarre. Charles Ier, mort sans descendance mâle, comme nous le savions, n'est-ce pas? Alors je tiens à vous dire quand même, chers amis, avant de commencer sérieusement le sujet de ce roi, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, de partager, de commenter cette vidéo ou l'une des vidéos sur l'ensemble de la chaîne. Vous n'êtes pas obligé de commenter cette vidéo-là. Ça peut être une autre que vous parcourez, que vous regardez. Il y en a pas mal, il y en a plus de 230, je crois. Alors, faites-moi un commentaire, partagez cette vidéo, abonnez-vous, bien sûr, mettez un pouce et également activez la clochette si vous souhaitez que cette chaîne s'agrandisse et se diffuse dans le monde entier. Alors, je tiens à vous dire que hier, j'ai fait un short, parce que je fais des shorts aussi. Il y en a eu un qui était pourtant pas anti-réglementaire. Eh bien, YouTube me l'a censuré parce que je vous informe, je l'ai dit sur le short. En France, nous subissons particulièrement une censure bruxelloise de Bruxelles. Ça vient de Bruxelles, mais avec l'accord bien sûr de nos bien-aimés et bienveillants serviteurs présidents. Ils sont nos serviteurs, mais bon, ils se font passer pour ayant que des droits et nous que des devoirs envers eux. Alors que c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Un patron, avec le respect bien sûr, le patron, le chef d'État, l'élu finalement, quel qu'il soit, de la mairie, du Sénat ou ce que vous voulez, ou de l'Assemblée nationale, ce sont nos serviteurs. Eh oui, la Constitution 1789, la seule que l'on peut dire transitoirement parlant, parce que bon, un jour la monarchie, la royauté reviendra ici en France. Il ne faut pas croire, la République ne va pas durer plus de 1000 ans, ça m'étonnerait. En tout cas, nous sommes, nous, dans nos droits, avec bien sûr les égards, le respect aux gens qui nous représentent, mais on ne doit pas être dans la crainte. On doit être dans la demande
d'être bienveillant à notre égard, parce que nous sommes le peuple, et c'est nous qui sommes souverains, ce n'est pas les dirigeants. Voilà, dites-vous bien cela. Cependant, nos dirigeants appliquent de plus en plus de censure parce que le peuple ne se réveille pas. Le peuple, comme des moutons bêles, mais en fait, il suit le troupeau. Vous voyez, ils n'arrivent pas, les Français n'arrivent pas, sauf quelques-uns, bien sûr, j'espère que c'est le cas pour vous, sauf quelques-uns, ils n'arrivent pas à se réveiller, à se prendre en main, quoi. Alors, j'arrête là mon coup de gueule. Alors, qui était Charles IV, en fait? Bon, dès son avènement, Charles doit faire face à une insurrection paysanne. Ah, évidemment, vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein. Le peuple souffrant de froid, de gel. Bon, à l'époque, il n'y avait pas moyen de récupérer une agriculture si elle était frappée par les froids rudes, ou les chaleurs intenses, ou les pluies interminables. Bon, ça, c'était pas comme aujourd'hui où on a plus de moyens. Ceci dit, bon, parfois nous perdons nos récoltes. Encore qu'on a plus de récoltes en France, on les prend ailleurs. Enfin bon. En Flandre, alors, dès son avènement, Charles doit faire face à une insurrection paysanne en Flandre, et en 1324, il tente sans succès de se faire élire empereur des Romains. Bon, je ne vais pas continuer là parce qu'il est long, hein, je vous préviens, le sujet est assez long. Jeunesse et premier mariage. Alors, Charles naît le 18 juin 1294 au château de Creil, en Île-de-France, évidemment. Non? Oui, non, Hauts-de-France, pardon. Cinquième enfant et troisième fils du roi de France et de Navarre, Philippe IV dit le Bel, et de la reine Jeanne de Navarre. Charles n'est pas destiné à régner. Très peu de choses sont connues sur son enfance, qu'il passe surtout au palais de la Cité. Alors, le palais de la Cité, bien sûr, c'est en Île-de-France, vous voyez, c'est là, hein, c'est tout ça, entouré par la Seine, enfin en partie. Voilà, j'arrête là. Bon, la crise de succession de 1316. Charles de France, comte de la Marche, alors la Marche c'est en Italie, hein, ne joue aucun rôle notable sous le court règne de son frère aîné Louis X, le Hutin, mais la mort de ce dernier le 5 juin 1316 lui permet d'intervenir dans la crise de succession qui s'annonce. En effet, la France se retrouve à cette date sans monarque. La reine veuve Clémence de Hongrie, étant enceinte d'un enfant posthume du feu roi, dans le cas où naîtrait une fille, de nombreux barons du royaume, et en particulier le duc Eudes IV de Bourgogne, souhaiteraient voir accéder au trône la petite Jeanne de Navarre. Bon, ça n'aura pas lieu, hein, comme vous le savez. Fille aînée de Louis X, mais soupçonnée de bâtardise après l'affaire de la Tour de Nesle. Bon, vous connaissez ce qu'il en est, hein, la Tour de Nesle, c'est les trois sœurs qui ont découché, bon, qui ont eu des comportements. Aujourd'hui, ça passerait, mais à cette époque, non. Voilà. Elle est sans droit, voilà, c'est tout, hein, après enquête, évidemment. Alors, avènement, le comte de la Marche monte sur le trône sous le nom de Charles IV, à la mort de son frère Philippe V, le 3 janvier 1322. Cette fois-ci, il ne tient aucun compte d'éventuels droits de ses nièces, Jeanne de Navarre et les filles de Philippe V. Contrairement à ce qui s'était passé en 1316, cette prise du pouvoir s'effectue sans aucune contestation. Charles IV est sacré à Reims le 21 février 1322 par l'archevêque Robert de Courtenay. Voilà, joli blason. En tant qu'héritier de sa mère Jeanne de Navarre, il ajoute au titre de roi de France celui de roi de Navarre. On sait très... Bon, je vais pas lire tout ça, je n'ai pas lu le... Voilà. Oups là. Alors, le titre, roi de France, du 3 janvier 1322 au 1er février 1328, 6 ans et 29 jours, couronnement 21 février 1322 en la cathédrale de Reims, prédécesseur Philippe V, successeur Philippe VI, donc ce ne sera pas un capétien de ligne directe, semble-t-il. Roi de Navarre Charles Ier,
3 janvier 1322, 1er février 1328, 6 ans et 29 jours, prédécesseur Philippe II, successeur Jeanne II, comte de la Marche, 28 novembre 1314, 3 janvier 1322, 67 ans, 1 mois et 6 jours, prédécesseur Yolande de Lusignan, oh, très joli, non? Et successeur Louis Ier de Bourbon. Voilà, les Bourbons arrivent sur le trône. Comte de Bigorre, donc, en Pyrénées, 28 novembre 1314, 3 janvier 1322, 67 ans, 1 mois et 8 jours, prédécesseur Jeanne Ier de Navarre, successeur Jean Ier de Foix. Biographie, donc, dynastie Capétien, nom de naissance Charles de France, date de naissance 18 juin 1294, lieu de naissance Château de Creil en France, date de décès 1er février 1328 à 33 ans. Lieu de décès Vincennes en France, sépulture nécropole royale de la basilique de Saint-Denis, frère Philippe IV le Bel, mère Jeanne Ier de Navarre, conjoint Blanche de Bourgogne, 1308-1322, Marie de Luxembourg, 1322-1324, Jeanne d'Évreux, 1324-1328, dis donc, enfant avec Blanche de Bourgogne, Philippe de France, Jeanne de France, avec Marie de Luxembourg, Marie de France, Louis de France, avec Jeanne d'Évreux, Jeanne de France, Marie de France, Blanche de France, et la religion catholique, évidemment. Alors, chers amis, la crise... Alors, attendez, j'en suis là. La crise de succession de 1316. Charles de France, comte de la Manche, on l'a lu, donc je ne vais pas revenir dessus. Avènement, je l'ai lu, enfin bon, plus ou moins. Gouvernement et gestion, le règne de Charles IV le Bel. Voilà la poursuite de la bureaucratisation de l'administration royale, déjà accélérée sous le règne de son père et de ses frères aînés. Des réformes sont aussi effectuées touchant les offices de la Chambre des comptes, du Parlement, la chancellerie, etc. Bon, voilà. On va pas trop se... Voilà, remariage, bon. Alors, politique extérieure, conflit avec l'Angleterre, là, ça va être des conflits beaucoup plus houleux et musclés, puisqu'on s'approche de la guerre de 100 ans, chers amis. Je vous le rappelle. Les relations de Charles IV avec l'Angleterre sont d'abord cordiales. Le roi envoie en effet outre-Manche une ambassade au roi Édouard II d'Angleterre, afin de conclure un mariage entre Marie, une des filles de Charles de Valois, et le prince Édouard, futur Édouard III. Les ambassadeurs français acceptent même de participer à une guerre contre l'Écosse, au cours de laquelle ils sont d'ailleurs faits prisonniers. Néanmoins, la Gascogne reste le point sensible des relations entre les deux royaumes. Édouard II, qui est également duc de Guyenne. Alors je vous rappelle que la Guyenne, c'était le grand sud-ouest avec Bordeaux, dans le Bordelais, souhaite mettre un terme aux luttes d'influence qui opposent dans cette région ses partisans et ceux du roi de France. En 1323, l'évasion de Roger Mortimer, qui était Roger Mortimer, baron Mortimer de Wigmore, et premier comte de Marche. Alors là, c'est pas Marche en Italie, est un important et puissant seigneur anglais, voilà, d'accord. Aggrave les relations franco-anglaises, donc voilà, lui, voilà. Mortimer avait participé quelques années plus tôt à une rébellion contre le roi et son favori Hugues de Dépensé. Noble courtisan anglais, d'accord. Vaincu et emprisonné à la tour de Londres, il est parvenu à s'évader et à trouver refuge en France. Ah tiens, comme quoi, vous voyez, les voyous, déjà, ça a commencé très tôt, et ils étaient déjà venus en France, vous voyez, comme quoi que la France était un pays d'accueil. Enfin, bon, passons. Pas vraiment, pas dans le sens qu'on entend aujourd'hui, mais enfin, vous voyez, en France, un petit peu ce que nous avons. Bon, en août 1323, Édouard II envoie une ambassade en France pour obtenir la livraison de Mortimer. Charles IV refuse et prétextant un trop haut degré de parenté entre les futurs époux,
met un terme au projet de mariage entre le prince Édouard et Marie de Valois. De plus, le roi de France réclame d'Édouard II l'hommage pour le duché de Guyenne, formalité que le souverain anglais n'a toujours pas remplie depuis le sacre de Reims. Ah, le vilain. Alors, révolte des Flandres, bon, évidemment, toujours c'est la question du Saint-Empire. Lorsque Charles le Bel arrive au pouvoir, deux princes revendiquent le titre d'empereur romain germanique. Louis de Bavière, élu mais non reconnu par le pape Jean XXII, français je rappelle, et Frédéric le Bel, duc d'Autriche. Tiens, Frédéric le Bel aussi. Ah, oh, jolie peinture. Duc d'Autriche, pardon. En 1322, Louis de Bavière bat et capture son rival à la bataille de Mulhdorf. Voilà, la bataille de Mulhdorf eut lieu le 28 septembre 1322, près de Mulhdorf, donc, entre les forces de l'Autriche et du duché de Haute-Bavière. Les Bavarois étaient recommandés par leur duc Louis de Wittelsbach. Cependant, Jean XXII refuse toujours de le reconnaître comme empereur. Le conflit entre Louis et le souverain pontife ne cesse de s'envenimer, jusqu'à l'excommunication de Louis prononcée en 1324, point de départ d'une lutte de près de 25 ans entre l'Empire et la papauté. À ce moment-là, les partisans de Frédéric d'Autriche songent à faire du roi de France leur nouveau champion. D'accord. L'épouse de ce dernier, Marie de Luxembourg, donc, voilà, est en effet la fille de l'ancien empereur Henri VII, d'Angleterre sans doute. Enfin, je ne sais pas. Cette union offre à Charles IV de puissants soutiens, en plus de celui du pape, dans le cas d'une éventuelle élection à l'Empire. Mais Marie meurt prématurément le 26 mars 1324, ce qui met un terme aux ambitions impériales de Charles IV. Ah, on lui a coupé l'herbe sous les pieds, le pauvre. Alors, projet de croisade. L'idée d'une nouvelle croisade était réapparue sous les règnes de Philippe IV et Philippe V. En 1323, le roi charge le comte de Valois de négocier avec Jean XXII l'organisation d'une nouvelle expédition en Terre Sainte et l'obtention d'un subside. Bah oui, forcément, hein. Il faut de l'argent. Toutefois, les conciliabules entre le pape et Valois sont un échec. Le pape, soupçonnant Charles IV de vouloir utiliser cet argent à ses fins personnelles et nullement pour prendre la croix. En 1326, Charles le Bel s'intéresse de nouveau aux questions d'Orient et envisage de mener une expédition contre l'Empire byzantin. Il prend pour cela officiellement la croix et nomme le vicomte de Narbonne à la tête d'une flotte expéditionnaire. L'année suivante, il reçoit à Paris des envoyés de l'empereur Andronique de Paléologue, qui propose, en plus de la paix, de rétablir l'union de la chrétienté. La chute d'Andronique, renversée par son petit-fils Andronique III, et la mort de Charles mettent un terme aux négociations, donc pas de croisade. Non, les croisades se sont arrêtées sous Philippe IV dit le Bel, je vous le rappelle, chers amis, où la mort des Templiers, la mort officielle des Templiers, même s'il subsistait tout un petit groupe qui, jusqu'à je ne sais pas quelle époque, peut-être encore de nos jours, subsiste encore, mais sous un autre nom, bien sûr. Toutefois, la chevalerie, pour en finir avec cette période médiévale jusqu'à Philippe IV dit le Bel, cette chevalerie avait pour objet, bien sûr, les joutes, les jeux. Quand il n'y avait pas de croisade, il n'y avait pas de guerre. Ils s'occupaient comme ils pouvaient. C'était un petit peu les jeux sportifs, on dirait, un peu les championnats. Voilà, c'est un peu ça. Une manière comme une autre de s'occuper, de ne pas rester les bras croisés, sans rien faire, si je peux dire. Alors, bon,
la chevalerie s'arrête là. Après, ça deviendra autre chose, mais bon, on en reparlera au fil du temps quand on va parler des Valois. D'ailleurs, après la mort de Philippe IV le Bel, la chevalerie commençait. Bon, il n'y en avait pratiquement plus, hein, ça déclinait. Là, vous l'avez vu, les négociations avec le Saint-Siège, avec le Vatican, n'ont pas abouti. La mort prématurée, d'un soutien, voilà, a fait que Charles IV n'a pas pu aller au bout de. Charles IV et ses prédécesseurs, hein, voilà. Entre Philippe IV et Charles IV, vous voyez, la chevalerie décline. Mort et succession. Alors, malade, Charles IV est aidé à partir du 25 décembre 1327. Alité, pardon. Malade, Charles IV est alité à partir du 25 décembre 1327. Donc, selon le chroniqueur Jean le Bel, qui était Jean le Bel, un historien, Jean le Bel, aussi connu sous le nom de Jean le Bel ou de Jean le Bel, est un chroniqueur liégeois du Moyen-Âge, né à Liège, d'accord, 1370, chanoine, ah ben voilà, pas étonnant, chers amis, hein. Toujours les religieux qui font l'histoire, quoi, mais il est le seul à rapporter ce fait. Le roi mourant aurait souhaité que le comte Philippe de Valois devint régent, si la reine Jeanne, alors enceinte, donnait naissance à un fils. Si une fille venait à naître, alors Philippe de Valois pourrait monter directement sur le trône, mais la volonté du roi ne semble pas avoir été suivie immédiatement des faits, puisque la question de sa succession n'est tranchée qu'après sa mort. Charles IV meurt finalement le 1er février 1328 et ses entrailles sont déposées à l'abbaye de Maubuisson. Voilà. Où est-ce Maubuisson? Une abbaye cistercienne de femmes, vous voyez. On sait pas. Ah, Cergy-Pontoise, oui, d'accord. Moi, je n'ai pas aperçu ce bâtiment, pourtant, j'ai habité là. Enfin, le 1er avril 1328, la reine Jeanne d'Évreux donne naissance à une fille, Blanche. Ah, ben voilà, hein. Le compte est réglé, donc voilà le gisant de Blanche. Voilà. En l'absence de descendants mâles survivants, se pose la question de savoir qui va régner, hein. Eh bien, c'est les Levallois. Bon, nous verrons ça, voilà. Dans la fiction, Charles IV est le personnage de suite romanesque et les rois maudits, voilà. Alors, c'est pas si romanesque que ça, les rois maudits, chers amis de comment ça s'appelle déjà cette chaîne-là, enfin bon. Non, c'était pas forcément. C'était un roman historique, oui, on peut dire ça. Mais c'est historique quand même. Et d'ailleurs, Maurice Druon n'était pas un homme qui prenait les choses à la légère, chers amis. Déjà à l'époque de Maurice Druon, c'était encore des hommes, comme Jean Dutour, quand il racontait des histoires. Bon, Jean Dutour était de l'Académie française, mais il n'était pas un historien, semble-t-il, je ne me rappelle pas. Mais toujours est-il que c'était plus sérieux que ça. Et chers amis de Wikipédia, voilà, Maurice Druon, c'était pas, Les Rois Maudits n'était pas une romance romanesque, hein, c'était un roman historique, ce qu'il y a de plus sérieux, n'est-ce pas? Bon, c'est pas des livres d'histoire à l'état pur pour les universitaires ou quoi que ce soit, mais c'est une romance, pas une romance, mais un roman historique à base de, on va dire, d'embellissement, mais aussi de sérieux, quoi, de chronologie historique, hein. Alors, il est interprété par Gilles. Qu'est-ce qui se passe là? Gilles Béat est un réalisateur et ancien. Ah oui, d'accord, oui, ils ont fait un film, Les Rois Maudits, oui, bien sûr. L'adaptation télévisée, vous voyez, de 1972. Et Émeric de Magny dans celle de 2005, oui. Bon, les deux versions sont très bonnes, moi je peux vous le dire. Hein. C'était pas si fiction que ça, faut arrêter. Ils sont pas très gentils, comment ils s'appellent. Alors, maintenant, mes amis, nous allons parler d'un sujet dont je voulais vous entretenir. Je sais que c'est passé, c'était vendredi dernier, donc le vendredi, c'était le 28, hein. Oui, c'était le 28 février, ont eu lieu les Oscars. Alors les Oscars, vous savez qu'en France,
voilà, la reine des Oscars 2025, à savoir Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, si vous ne le savez pas, bon, elle a 80 ans, pour dire son âge, hein, c'est pas très âgé d'ailleurs. Elle est quand même assez belle dans l'ensemble. Bon, c'est vrai que voilà, c'est une belle femme, mais malheureusement, c'est une femme boboïde, vous voyez, c'est-à-dire de gauche, et qui n'accepte pas les discours pro-palestiniens, par exemple, vous voyez. Alors, je vais vous citer, alors je ne vais pas vous passer la vidéo parce que j'ai peur. Ah, j'ai peur, non, mais je crains qu'elle soit encore frappée de droits d'auteur par YouTube, qui ne cesse de casser les chaînes vidéo quand ils le peuvent. Moi, je vois pas pourquoi on fait des chaînes chez eux, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas de concurrent. Enfin bon, même s'il y aurait un concurrent, de toute façon, en Europe, on subit une dictature dont même J.D. Vance s'est plaint au congrès de Munich que les entreprises américaines, donc GAFAM, sur le sol français et européen en général, étaient frappées d'anathèmes, de censure et j'en passe. Et d'ailleurs, il appelle à lâcher la bride, à un petit peu arrêter de... Voilà, d'arrêter de s'ingérer dans les affaires des entreprises américaines. Alors oui, bon, ben, c'est des entreprises américaines sur notre sol aussi, hein, il faut dire. Alors après, censure, pas censure, c'est vrai que sur le sol européen et français en particulier, on peut dire qu'on serait libre de faire un petit peu à la mode française. Mais malheureusement, nous sommes sous la conduite et sous la férue de Madame van der Leyen à Bruxelles. Donc ce n'est même pas Paris qui décide ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. C'est Bruxelles qui décide à plus de 95% de tout le fatras juridique de ce qui est bon et n'est pas bon pour notre pays, pour l'information. Voilà. Alors, je regarde. Hein. Catherine Deneuve, donc, aucun César ne sera attribué à Laurent Firode. Alors, à 80 ans, Catherine Deneuve a incarné Bernadette Chirac dans un biopic qui a été vu par 277 spectateurs à la 10e semaine. Oui. Après ce succès, celle que les médias nomment la légende vivante du cinéma préside la cérémonie des Césars. Elle la dédie à l'Ukraine, vous voyez, et aussi aux femmes. Voilà, tant qu'à faire, hein, pourquoi pas. Bonjour Madame Sandrine Rousseau, je vous embrasse. Ouais, fait bon. Nous sommes dans le monde des originaux, des bobos de Laurent Firode. Ah oui. Aucun César, bon. Alors, Laurent Firode fait aussi partie du cinéma, mais pas celui des Césars. Lui et ses amis seraient plutôt l'antidote. Ah bon? Pour ceux qui ne vont plus au cinéma depuis qu'il fallait être vacciné pour entrer dans une salle. Rappelez-vous. Hein? Bon, je continue. Les films à l'arrache font aussi partie du cinéma, mais pas celui des Césars. Laurent Firode et ses amis seraient plutôt l'antidote pour ceux qui ne vont plus au cinéma depuis qu'il fallait être vacciné pour entrer dans une salle. Le compile de février comprend des nouveautés. Ah, ça c'est pour ceux qui craindraient d'avoir déjà tout vu. Hein, voyez-vous. Bon, j'en mets pas plus, hein, c'est pas la peine. Le reste, voilà, ce sont des vidéos. Alors je ne sais pas si elles sont libres de droit ou quoi, je fais attention. Pardonnez-moi, chers amis, voilà. Je vous donne simplement cette information. Après, à vous de juger. Alors, je vais voir un petit peu ce que nous pouvons trouver. Alors là, bon, vous savez que le sénateur américain Lindsey Graham, alors qu'il appelait à soutenir l'Ukraine et Volodymyr Zelensky, il s'est détourné pour le laisser à lui-même. Vous voyez, le sénateur américain Lindsey Graham, fervent soutien de l'Ukraine, change de cap et lâche Zelensky. Bon, voilà pour la nouvelle. Alors ici, le RN. Pour ceux qui votent pour ceux qui ont connu le Front National de feu Jean-Marie Le Pen, eh bien, chers amis, vous êtes loin du compte de ce qu'est devenu sa fille. Après quelques larmes cachées, parce qu'elle ne voulait pas qu'on la montre pleurante, versant des larmes, hein. Donc elle a repris « C'est moi, Marine, je suis une femme dure ». Eh bien non. Le RN, nouveau partenaire d'Israël, la diplomatie israélienne annonce l'ouverture d'un dialogue avec le Rassemblement national.
Alors, le journal qui parle de ce rapprochement n'est rien d'autre que le... Attendez. Gideon Sar a exprimé... Alors, le 24 février, Gideon Sar a exprimé son souhait de nouer des relations avec ses partis conservateurs européens. Selon le journal The Jerusalem Post, cette initiative fait suite à des discussions approfondies qui ont permis de conclure que les doctrines de ces partis ne comportaient pas d'éléments antisémites ou anti-israéliens. Les échanges entre le ministère des Affaires étrangères israélien et les représentants de ces partis ont débuté il y a quelques semaines. Un changement de cap historique. Cette décision représente un tournant majeur dans la politique internationale d'Israël. Historiquement, l'État hébreu s'était tenu à distance du Rassemblement national, notamment en raison des déclarations jugées controversées de Jean-Marie Le Pen et de ses relations avec les gouvernements arabes hostiles. Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen, sa première épouse, il semblerait que c'était une femme juive, il me semble. Hein. Non, Jean-Marie Le Pen n'était pas anti-sioniste, il n'était pas anti-Israël, il avait des propos certes assez durs, mais il était quand même assez proche des Hébreux. Moi je peux vous le dire, hein. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais je peux vous le dire. Voilà. Alors, le Rassemblement national est un allié potentiel, alors que le CRIF, principale organisation juive de France, continue pour le moment d'exclure les représentants du Rassemblement national de ces événements. Certaines figures françaises de confession juive voient désormais le parti comme un ami d'Israël. Cette perception évolue à mesure que le RN cherche à se démarquer de son passé et à adopter une ligne politique plus modérée. Vous voyez? Non, c'est très bien le Rassemblement national. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Je vous dis, chers amis, depuis la Révolution française, depuis surtout la Troisième République d'Adolphe Thiers, plus rien de légal n'est admis. Enfin, je veux dire qu'il n'y a rien de légal en France depuis Adolphe Thiers, c'est-à-dire depuis la démission ou le retrait de Philippe Ier, dit roi des Français. Voilà, lui seul, si vous voulez, signer les lois, promulguer les lois. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que tous ces glissements des partis politiques, hein, que ce soit le Parti Socialiste, non, même pas. Je vous ai parlé dans un short de, comment il s'appelle, François Hollande, qui a appelé après monsieur, comment il s'appelle encore lui, monsieur Bruno Le Maire, à mettre à bas la Russie, son état financier. Eh bien, monsieur, dans la lignée, dans la foulée, vous voyez qu'ils sont tous pareils, ils sont tous du même bord. Même s'ils ont vous avez l'impression, devant les micros, les caméras, ils se disputent, ils se chamaillent, ils s'insultent presque. Mais au fond, ils sont tous d'accord. Vous voyez, monsieur François Hollande a appelé à écraser, à durcir le ton envers Donald Trump, donc J.D. Vance bien entendu, et Elon Musk, évidemment, le trio, on va dire, fascisant, comme ils disent. Hein. En fait, bon, les Américains nous ont jamais aimés, et c'est pas Donald Trump, ni J.D. Vance, ni qui que ce soit, qui va nous être utile dans cette affaire. C'est à nous, chers amis français, c'est à nous de nous sortir de cet aveuglement et de prendre les rênes en main. C'est pas aux Américains, ni à qui que ce soit, de nous dicter notre conduite. N'est-ce pas? N'oubliez pas que les Américains ont toujours été un pays en guerre. Si les Américains sont armés dans la rue, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est qu'entre eux, ils ne se font pas de cadeaux, je peux vous dire. Ils s'insultent. Je connais quelqu'un qui tient une chaîne, je ne dirai pas qui, ni quelle chaîne, bien sûr, mais il se reconnaîtra peut-être. Il se permet d'insulter, il se permet d'insulter certains viewers. Vous voyez, parce que ces viewers sont impatients, parce qu'ils n'acceptent pas le rythme de certaines choses de ce directeur de chaîne. Voilà, ça c'est des Américains, vous voyez. Quand vous approchez de l'ambassade américaine aux États-Unis, ils se foutent de votre gueule. Oui, je rigole pas.
Si en plus vous dites ah, américain, America first, ça veut dire américain d'abord, ils se foutent de votre gueule. Et si vous les insultez, alors là, waouh, les injures, les jurons, là, alors là, faites bien attention à vos oreilles, hein, je vous le garantis. Si vous ne connaissez pas les Américains, c'est pas, je dis pas que tous les Américains sont comme ça, je parle pas du peuple en général, mais il y a des éléments chez eux qui sont vraiment, qui n'aiment pas les pays, ils n'aiment que l'Amérique. Bon, après on peut pas non plus leur reprocher leur, comment ça s'appelle, leur isolement, pas isolement, mais leur préférence nationale, ça peut se comprendre. Mais on n'a pas à se laisser dicter ni de M. Trump, ni de M. Poutine, ni de qui que ce soit, et encore moins de Zelensky, de Macron et de qui que ce soit. On n'a pas à se laisser compter, à se laisser dicter ce que l'on doit aimer, ce que l'on doit dire, ce que l'on doit faire. Seulement, ils nous censurent ici en France parce qu'on a des pouvoirs de gauche, même si Macron s'était défendu en 2017 de ne pas être de gauche ni de droite, mais bon, on voit bien qu'il n'est pas du tout de droite, c'est clair et net. Hein, on le voit bien au fil du temps. Vous voyez, seul le temps long permet de juger, non pas les hommes, bien sûr. Je veux dire que l'être vivant Macron, bon, c'est pas lui que je juge, c'est ses faits, c'est les faits, les paroles, c'est les actes. C'est pas du tout Macron lui-même. Hein. Macron, voilà, c'est un être vivant comme n'importe quel autre être vivant. Bon. Bien sûr, avec des côtés bon, que vous savez, mais justement, c'est les faits qu'on doit juger et non pas l'homme. Pareil pour Poutine, pareil pour Trump, pareil pour Zelensky. Ce ne sont pas nos amis. Non, ce ne sont pas nos amis, ni les uns ni les autres. Les présidents, je vous le répète, les présidents se battront jamais entre eux. Ils feront battre les peuples entre eux sans se connaître. Sans savoir ce que sont les uns ou les autres, vous voyez. Mais eux, les dirigeants se connaissent et ne se battront jamais. Vous avez vu le duo d'échange entre Trump et Zelensky? Ouais, bon, d'accord, il y a eu des coups de remontada, mais au fond, ils se détestent pas tant que ça. Ça, c'est pour les micros, les haut-parleurs, n'importe quoi, je dis n'importe quoi là. Les micros et les caméras, pardon. C'est pour montrer aux gogos, aux naïfs qui encore vont gober ce genre d'informations, faisant croire que M. Trump va fesser, va donner une fessée à M. Zelensky. Pensez donc, il va simplement, probablement le changer, oui, il va peut-être changer la présidence de l'Ukraine, mais rassurez-vous, tout ira bien pour M. Zelensky. Rassurez-vous. Ne vous faites pas de soucis. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous y trompez pas. On ne parlera plus de lui, de Zelensky, mais il fera ses petites affaires. Il va garder ses maisons, ses résidences. Bon, il aura peut-être plus les voitures officielles de fonction, bien sûr. Mais enfin, vous savez, hein, bon, tout ça. Hein. Alors après, ce qui se passe sur le sol américain concernant l'ancien dirigeant Joe Biden, dont M. Trump a enlevé les quelques autorisations d'entrer dans les bâtiments publics, enfin bon, les quelques trucs, ça, bon, c'est propre aux États-Unis. Hein, on peut pas, je ne veux pas rentrer dans le débat, ça concerne que les Américains eux-mêmes, je ne ferai aucune ingérence sur le bien fondé ou les informations infondées. Hein, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça ne m'intéresse pas, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ça ne me regarde pas. C'est des affaires internes à leur pays. Mais la démocratie, je n'y crois pas du tout. Qu'elle soit américaine, bon, eu égard pour la mémoire du marquis de Lafayette, qui lui, il y croyait. Bon, c'était la naissance des États-Unis. Hein. Mais bien sûr, il ne s'est pas aperçu plus tard que c'était un pays en guerre permanente, malheureusement. C'est vrai qu'au début, peut-être, du temps de Lafayette, les Américains semblaient être un peuple, bon, travailleur, c'est vrai, travailleur, courageux, batailleur, etc. Mais démocrate, là, bon, George Washington, c'était peut-être une chose, mais depuis, hein, comme vous le savez, le pouvoir n'est plus à la Maison-Blanche. Même si Donald Trump essaie de le récupérer, Kennedy a voulu faire la même chose, vous voyez ce que ça a donné. Bon, Trump a essayé plusieurs attentats, vraisemblable ou pas, faux drapeau ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est vrai qu'il fait l'objet de
il est imprévisible, c'est vrai que c'est un peu quelqu'un qui n'est pas inintéressant à certains égards. Je dis bien à certains égards, mais je ne crois pas du tout à ce que la France soit sauvée par d'autres. Non, c'est la France elle-même qui doit se sauver de l'intérieur. À nous, chers amis, de faire le travail, de prendre les bonnes décisions, de chercher les éléments qui vont nous aider à retrouver notre liberté de ces pouvoirs corrompus, disons-le, hein, quels qu'ils soient depuis très très longtemps, depuis, je vous dis, hein, Adolphe Thiers, hein, voilà, hein, Troisième République, donc. Alors ici, vous avez une autre information pour terminer, chers amis. Le général Michel Yakovlev, alors je ne sais pas qui c'est cet homme, j'aimerais bien savoir, tiens, ça m'intéresse, enfin on verra ça plus tard. Général Michel Yakovlev, donc Trump est un agent de Poutine. Ah, c'est le président Trumpine. Wow. Bon, il se lâche sur Donald Trump à la télévision, sur LCI, oui, on veut ça, LCI, bon. Il a été traité de président Trumpine par le général Michel Yakovlev, puis d'agent russe sur BFM par Jacques Attali. Oui, bon. Jacques Attali, comme je vous l'ai dit, Jacques Attali, François Hollande et toute la clique. Hein. Toujours sur BFM, François Hollande a expliqué notamment comment faire pour mettre l'économie américaine à genoux. Oui, comme rappelez-vous, comme Bruno Le Maire avec la Russie. Vous voyez, la Russie se porte toujours bien. Eh ben, vous inquiétez pas pour les Américains. Certains ont essayé avec l'économie russe. Oui, ben, on s'en souvient. Et on a eu des problèmes. Et ça continue. Regardez un peu le quatuor. Et qui c'est cet homme-là? Ah ben c'est Trump ça. Ah oui d'accord, alors qui c'est comment il s'appelle Yakovlev. Je vais le chercher, tiens. Alors, un peu là. Voilà. Je sais pas qui c'est cet homme. Alors attendez, voilà, il s'appelle comment lui? Michel, alors je vais noter Michel. Michel, j'aimerais bien savoir qui est cet homme, je le connais pas. Michel. Bon, on va pas y arriver je crois. C'est Yako. Ils veulent pas le donner, hein, c'est incroyable. Ah, il est ukrainien, voilà. Il est ukrainien. Michel Yakovlev fait partie de ceux nombreux qui n'ont pas cru à l'invasion de l'Ukraine et l'a fait savoir. Durant le conflit, il intervient dans plusieurs médias grand public, notamment LCI bien sûr. Selon le Figaro, il acquiert alors une notoriété pour ses bons mots et ses jugements très tranchés sur la guerre. Ah c'est lui. Si vous permettez chers amis une seconde, je vais peut-être un peu partager avec vous cette page, ça me paraît intéressant. Alors voilà. Michel Pierre Stuart Yakovlev, né le 26 avril 1958 à Maisons-Laffitte, est un général de corps d'armée de l'armée de terre française. Ah bon? Souvent présenté comme le dernier officier général appelé, il a atteint le grade de général, d'accord. Ouais, bon. Je ne vois pas qui c'est cet homme. Pourtant, il a un nom russe, non? Ah oui, d'accord, oui, je vois, il est d'origine, oui, voilà, d'accord, oui, chers amis, d'une communauté dont je tairai le nom, d'accord, oui, je vois, oui, d'accord, ouais, bon, enfin, inintéressant, allez, au revoir. Inintéressant. Pardonnez-moi, chers amis, je reviens sur la principale page d'accueil. Donc, alors, Jacques Attali, toujours sur BFM, François Hollande a expliqué comment faire pour mettre l'économie américaine à genoux. Certains ont essayé avec l'économie russe et on a eu des problèmes.
voyez-vous. Alors le président Trump est un agent de Poutine et il fait le boulot pour Poutine. Donc moi maintenant, alors c'est le Jean-Michel, voilà, c'est lui qui parle là, c'est par le président Trump qui est... Oh là là, hein. Donc moi maintenant, c'est pas le président Trump qui est à Washington, c'est le président Trumpine, général Michel Yakovlev, d'accord. Trump agit comme un agent russe. Je ne dis pas qu'il est un agent russe. Non, je ne sais rien. Ah bon, ferme-la alors. Mais tout se passe comme si. Jacques Attali, mais fermez-la, si vous ne savez pas. Quand on ne sait pas quelque chose, on se tait. Non. La négociation avec Donald Trump n'est pas possible. Il ne comprend que le rapport de force. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas espérer séduire Donald Trump, lui faire tellement mal, voilà, ça c'est François Hollande, lui faire tellement mal à son économie, à son argent, à la bourse américaine, qui commence d'ailleurs à fléchir, tellement mal aux industriels, aux agriculteurs, aussi américains qui cèdent. François Hollande, il est fort lui il est très fort. C'est des gens qui n'ont qu'une chose à faire, c'est de la fermer. Vous ne croyez pas? De se taire. Au lieu de raconter des âneries comme ils le font. Moi je ne sais pas, quand on est français, on s'occupe de nos affaires, on ne s'occupe pas des affaires américaines, ni des affaires de Trump, ni des affaires de la Russie, on s'occupe de notre pays. Et quand on n'est pas capable, d'avoir géré un pays, d'éviter ce qu'il y a eu les attentats, eh bien on se calme, on réfléchit un peu avant. C'est bien sympa de toujours dire les Américains, les Russes, mais il faut arrêter avec ces pays-là. Il faut regarder nous ce que nous avons comme souci, comme problème au sein de l'Europe. Il faut chercher nos propres défauts, nos qualités aussi, bien sûr, on a des qualités. Je ne dis pas que la France n'a pas de qualité, bien au contraire. Mais nos dirigeants et ceux qui nous ont dirigés, bon, le bilan n'est pas très, très glorieux, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on se tait, on se calme, on réfléchit, on regarde ce qu'on a fait. On ne va pas juger les autres sur le moment où ils agissent. On attendra ce que l'histoire donnera de leur passage, que ce soit Poutine ou Trump. Et là, on pourra juger les faits, les paroles, les positions, etc. On peut parler d'Obama lorsqu'il a dirigé pendant 2 fois 4 ans le pays, oui, parce que c'est des passifs maintenant. L'histoire est passée, on peut commencer à parler de ce qu'il a fait ou pas fait. Bon, mais on ne peut pas parler de gens qui dirigent actuellement un pays avant que le bilan soit fait. Attendons que les 2 fois 4 ans de M. Trump soient passés, donc 2016, 2020, 2024, 2028. Après, nous pourrons tirer un bilan quelques mois, quelques années plus tard, assez tardivement, assez tard quand même, parce que dans l'immédiat, à chaud, non, on ne prend pas des positions comme ça. Et justement, tous ces gens-là, ces politiques, ces acteurs, ces actrices prennent des positions qui sont à chaud. Vous voyez, c'est l'état émotionnel. On essaie de vous atteindre le cerveau par le côté émotionnel. Faites marcher votre esprit, votre tête et non votre cœur, chers amis. Après, prenez position pour ou contre ce qui a été dit de ces gens, de ces gens politiques ou acteurs ou actrices. Faites ce que vous voulez. Mais dans l'immédiat, il faut prendre position. Quand les événements sont passés, vous savez, c'est comme la soupe qui est bien cuite, bien bouillie. Vous la laissez refroidir avant de la réchauffer pour qu'elle soit meilleure. C'est comme ça que les plats sont meilleurs, pas tous les plats, mais beaucoup de plats sont meilleurs quand ils sont réchauffés que lorsqu'ils sont dans une première cuisson. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, il en est de même pour les événements journalistiques, ou politiques ou autres. On n'agit pas sur des coups de tête, sur des coups de phrases, là. On attend que les événements se passent et on jugera avec l'histoire. C'est l'histoire, c'est le temps qui jugera, c'est pas nous. Nous, on n'est rien. Voilà mes amis, je vous souhaite beaucoup de bonheur durant cette journée de mardi. Donc nous serons le 4, je le rappelle. Non, c'est ça, le 4, oui, le 4 mars. Soyez heureux donc avec les membres de votre famille, enfants, petits-enfants, parents, grands-parents. Puis voilà, soyez heureux entre amis, bienveillants, la paix, l'amour, la tendresse, la courtoisie, j'y tiens. Vous voyez, moi je n'emploie pas de gros mots, hein.
Google, YouTube peuvent pas me prendre des défauts. Je me permets pas, vous voyez, quand je parle de François Hollande ou de Donald Trump ou de Poutine ou de ce journaliste Jean-Michel, je ne sais plus comment, qui intervient sur LCI, je ne parle pas des hommes, je ne parle pas des individus, je parle de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Je parle des propos, je parle des faits. Je ne fais que rapporter ce que je vois, ce que je lis, ce que j'entends. C'est tout. Eux, les hommes, c'est des hommes. Ils sont comme moi, je suis comme eux, ni plus ni moins. Voilà. Alors soyez heureux avec vos collègues et camarades de travail, bien sûr. Soyez bienveillants les uns envers les autres, la paix, l'amour, la gentillesse si possible, et surtout le respect des uns et des autres. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.